Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Vous êtes sur D8 et on s'apprête à passer ensemble un moment de lecture avec une nouvelle de Maupassant, je dirais même plus avec plusieurs nouvelles de Maupassant qui s'intitulent, qui sont regroupées sous le titre « La maison Tellier ». Alors j'ai déjà commencé ces nouvelles lors de précédentes émissions, on est quand même déjà à la 5e partie de Voyage. Si vous avez manqué les lectures, eh bien c'est très simple, vous pouvez les visionner et les revoir grâce au replay de la chaîne sur le site internet de D8, rubrique Voyage au bout de la nuit. Peut-être d'ailleurs que c'est ce que vous êtes en train de faire au moment où je vous parle. Sinon, pour les autres, je vous invite grandement à, pourquoi pas, partager ces lectures, à en parler et à nous rejoindre, à rejoindre notre communauté de followers sur les réseaux sociaux grâce à divers comptes, Twitter, Instagram, Facebook et j'en passe, puisque nous, les lecteurs, lectrices, ainsi que les dirigeants, les responsables de l'émission, sont présents et c'est au mieux de tenir compte et d'écouter vos suggestions de lecture. Alors moi je vais continuer, je vous avais parlé un petit peu de Maupassant tout à l'heure, je vous avais expliqué sa vie, son œuvre, son parcours, comment il est né, comment il est mort, c'est une chanson. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il a essayé, en fait, ce qui est intéressant c'est comment il a été amené à écrire et en fait comment tout ça, ça a un petit peu démarré. Et je vais vous raconter, l'histoire relève un petit peu aussi du conte et de la nouvelle. Donc je vous avais parlé de cet homme qu'il a essayé de sauver à Étretat, ce poète anglais qui a voulu se suicider. Maupassant s'est jeté à l'eau avec lui pour essayer de le sauver. Et heureusement, ils ont été sauvés tous les deux. Heureusement, sinon Maupassant n'aurait jamais été Maupassant. Et ce fameux poète anglais qui s'appelait Swinburne n'aurait jamais connu aussi la gloire. Et ce qui se passe, c'est qu'après l'avoir sauvé, Swinburne, donc ce poète, lui dit « Bon, écoute, en fait, c'est sympa, tu m'as sauvé, donc viens chez moi, on va boire un petit coup. Et moi aussi, j'en profite pour boire un petit coup de café. Pour me donner des forces pour continuer cette lecture avec vous. » Et donc, Maupassant se retrouve à aller dans la chaumière de ce type qu'il ne connaît pas, hein, puisqu'il vient juste de le sauver. Et là, il va se passer des choses un petit peu bizarres. Il arrive dans cet endroit qui déjà porte un nom emprunté de la littérature du marquis de Sade. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Sade, peut-être. Et cette chaumière s'appelle Dolmancé. Donc déjà, ça veut dire beaucoup. Et Swinburne, donc le poète, il vit avec un autre type et ils vivent d'une façon un petit peu bizarre. Voilà, on dirait qu'aujourd'hui ils sont un petit peu dérangés du ciboulot, un petit peu bizarre, un petit peu étonnant, parce qu'ils ont un animal de compagnie. Alors c'est ni un chien ni un chat, c'est un singe. Donc ils vivent avec un singe et ils font avec le singe on va dire des choses un petit peu ambiguës. C'est voilà, c'est un petit peu embarrassant et Maupassant se retrouve dans une situation un petit peu gênante où il passe la soirée à regarder ces gens et la façon dont ils vivent et puis il observe un petit peu la pièce comme ça et il se rend compte que sur un buffet il y a une main, mais la main d'un mort en fait, il y a une main décorchée, une véritable main qui se retrouve comme ça sur un meuble avec la peau complètement parcheminée, les muscles noircis, tout rabougri. C'est vraiment pas terrible. Maupassant, il est complètement horrifié. Il se demande franchement où il a atterri. Et les types chez qui il est reçu se moquent ouvertement de lui. Et cette histoire, en fait, va tellement marquer Maupassant que ça va être un petit peu le déclencheur de sa première nouvelle qu'il va écrire en 1875 et qui va s'appeler, je vous le donne en mille, La main décorchée. Voilà, ça c'était pour la petite histoire de Maupassant. Moi, j'en profite pour boire encore une dernière gorgée de café. J'aime bien le café. Je sais qu'il ne faut pas trop en boire. Et je reprends du coup la lecture. Donc j'avais commencé une nouvelle histoire qui s'intitulait Une partie de campagne. Donc pour l'instant rien d'extraordinaire. J'en suis vraiment à la 2e page. Donc pas la peine de vous expliquer ce qui se passe. Hein. Vous allez rattraper les wagons, j'en doute pas une seconde. Allez, très bonne soirée à vous. Très bonne lecture sur Voyage au bout de la nuit. Ouh. Alors, à la fin, Madame Dufour se décida. « Oui, c'est bien, dit-elle. Et puis, il y a de la vue. »
La voiture entra dans un vaste terrain planté de grands arbres qui s'étendaient derrière l'auberge et qui n'était séparé de la Seine que par le chemin de halage. Alors on descendit. Le mari sauta le premier, puis ouvrit les bras pour recevoir sa femme. Le marchepied, tenu par 2 branches de fer, était très loin. De sorte que pour l'atteindre, Madame Dufour dut laisser voir le bas d'une jambe dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant sur ses cuisses. Oui, ça je me souviens, je l'avais lu, parce que c'était un petit peu ragoûtant. Pas très ragoûtant. Alors, Monsieur Dufour, que la campagne émoustillait déjà, lui pinça vivement le mollet. Puis, prenant sous ses bras, la déposa lourdement à terre comme un énorme paquet. Voilà, je m'étais arrêtée exactement là, je reprends. Elle tapa avec la main sa robe de soie pour en faire tomber la poussière, puis regarda l'endroit où elle se trouvait. C'était une femme de 36 ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l'étreinte de son corset trop serré. Et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. La jeune fille, ensuite, posant la main sur l'épaule de son père, sauta légèrement toute seule. Le garçon aux cheveux jaunes était descendu en mettant un pied sur la route et il aida M. Dufour à décharger la grand-mère. Alors on détela le cheval, qui fut attaché à un arbre, et la voiture tomba sur le nez, les 2 brancards à terre. Les hommes, ayant retiré leur redingote, se lavèrent les mains dans un seau d'eau. Mademoiselle Dufour essayait de se balancer debout toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C'était une belle fille de 18 à 20 ans, une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d'un désir subit et vous laisse, jusqu'à la nuit, une inquiétude vague et un soulèvement des sens. Grande, mince, de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les cheveux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair qu'accentuaient encore les efforts des reins qu'elle faisait pour s'enlever. Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête, de sorte que sa poitrine se dressait sans une secousse à chaque impulsion qu'elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle. Et l'escarpolette, peu à peu, se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu'aux genoux, et jetant à la figure des 2 hommes qui la regardaient en riant l'air de ses jupes plus capiteux que les vapeurs du vin. Assise sur l'autre balançoire, Madame Dufour gémissait d'une façon monotone et continue. « Cyprien, viens me pousser. Viens là me pousser, Cyprien. » À la fin, il y alla, et ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d'entrer au travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie. Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d'être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes, secouées, tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays. Et là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une garniture de têtes polissonnes que des rires faisaient grimacer diversement. Une servante était venue. On commanda le déjeuner. Une friture de Seine, un lapin sauté, une salade et du dessert. Articula Madame Dufour d'un air important. « Vous apporterez 2 litres et une bouteille de Bordeaux, dit son mari. Nous dînerons sur l'herbe, ajouta la jeune fille. La grand-mère, prise de tendresse à la vue du chat de la maison, le poursuivait depuis 10 minutes en lui prodiguant inutilement les plus douces appellations. L'animal, intérieurement flatté sans doute de cette attention, se tenait toujours tout près de la main de la bonne femme, sans se laisser atteindre cependant, et faisant tranquillement le tour des arbres contre lesquels il se frottait, la queue dressée avec un petit ronron de plaisir. « Tiens !» cria tout à coup le jeune homme aux cheveux jaunes qui furetait dans le terrain. « En voilà des bateaux qui sont chouettes !» On alla voir, et sous un petit hangar en bois étaient suspendus 2 superbes yoles de canotier, fines et travaillées comme des meubles de luxe. Elles reposaient côte à côte, pareilles à 2 grandes filles minces, en leur longueur étroite et reluisante, et donnaient envie de filer sur l'eau par les belles soirées douces où les clairs arbres entiers trempent leurs branches dans l'eau, où tremblote l'éternel frisson des roseaux, et d'où s'envolent comme des éclairs bleus de rapides martins pêcheurs. Toute la famille, avec respect, les contemplait. « Oh, ça, oui, c'est chouette !»« Ah, c'est marrant.
répétait gravement. Non, je dis c'est marrant parce que c'est chouette, ils l'écrivent C-H-O-U-E-T. Alors que moi, je l'écrivais toujours comme une chouette. Je me demande j'irai vérifier sur quelle est la bonne orthographe. Enfin, et il les détaillait en connaisseur. Il avait canoté, lui aussi, dans son jeune temps, disait-il, voire même qu'avec ça dans la main. Et il faisait le geste de tirer sur les avirons. Il se fichait de tout le monde. Il avait rossé en course plus d'un Anglais, jadis à Joinville. Et il plaisanta sur le mot dame, dont on désigne les 2 montants qui retiennent les avirons, disant que les canotiers, et pour cause, ne sortaient jamais sans leur dame. Il s'échauffait en pérorant, et proposait obstinément de parier qu'avec un bateau comme ça, il ferait 6 lieues à l'heure sans se presser. « C'est prêt », dit la servante qui apparut à l'entrée. On se précipita, mais voilà que la meilleure place, qu'en son esprit Madame Dufour avait choisie pour s'installer, 2 jeunes gens déjeunaient déjà. C'étaient les propriétaires des yolles, sans doute, car ils portaient le costume des canotiers. Ils étaient détendus sur des chaises, presque couchés. Ils avaient la face noircie par le soleil et la poitrine couverte seulement d'un mince maillot de coton blanc qui laissait passer leurs bras nus, robustes comme ceux des forgerons. C'étaient 2 solides gaillards, posant beaucoup pour la vigueur, mais qui montraient en tous leurs mouvements cette grâce élastique des membres qu'on acquiert par l'exercice, si différente de la déformation qu'imprime à l'ouvrier l'effort pénible, toujours le même. Ils échangèrent rapidement un sourire en voyant la mère, puis un regard apercevant la fille. « Donnons notre place, dit l'un, ça nous fera faire connaissance. » L'autre aussitôt se leva, et tenant à la main sa toque mi-partie rouge et mi-partie noire, lui offrit chevaleresquement de céder aux dames le seul endroit du jardin où ne tomba point le soleil. On accepta en se confondant en excuses, et pour que ce fût plus champêtre, la famille s'installa sur l'herbe, sans table ni siège. Les 2 jeunes gens portèrent leur couvert quelques pas plus loin et se remirent à manger. Leurs bras nus, qu'ils montraient sans cesse, gênaient un peu la jeune fille. Elle affectait même de tourner la tête et de ne point les remarquer. Tandis que Madame Dufour, plus hardie, sollicitée par une curiosité féminine et qui était peut-être du désir, les regardait à tout moment, les comparant sans doute avec regret aux laideurs secrètes de son mari. Elle s'était éboulée sur l'herbe, les jambes pliées à la façon des tailleurs, et elle se trémoussait continuellement sous prétexte que des fourmis lui étaient entrées quelque part. Madame Dufour, rendue maussade par la présence et l'amabilité des étrangers, cherchait une position commode qu'il ne trouva pas du reste, et le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait silencieusement comme un ogre. « Un bien beau temps, monsieur, un bien beau temps », dit la grosse dame à l'un des canotiers. Elle voulait être aimable à cause de la place qu'ils avaient cédée. « Ah oui, madame, répondait-il. Et venez-vous souvent à la campagne ? » « Oh, 1 fois ou 2 par an seulement pour prendre l'air. Et vous, monsieur ? » ?»« Ah ben, je viens coucher tous les soirs. »« Ah, ça doit être bien agréable. »« Ah bah oui, certainement, madame. » Il raconta sa vie de chaque jour, poétiquement, de façon à faire vibrer dans le cœur de ces bourgeois privés d'herbe et affamés de promenade aux champs cet amour bête de la nature qui les hante toute l'année derrière le comptoir de leur boutique. Et ça n'a pas changé, big up pour ceux qui vivent à Paris. La jeune fille, émue, leva les yeux et regarda le canotier. Monsieur Dufour parla pour la première fois. « Ah, ça, c'est une vie, dit-il. » Il ajouta. « Encore un peu de lapin, ma bonne ? » ?»« Non, merci, mon ami. » Elle se tourna de nouveau vers les jeunes gens et montra leurs bras. « Mais vous n'avez jamais froid comme ça ?» dit-elle. Ils se mirent à rire tous les 2. Et ils épouvantèrent la famille par le récit de leur fatigue prodigieuse, de leurs bains pris en sueur, de leurs courses dans le brouillard. Et ils tapèrent violemment sur leur poitrine pour montrer quel son ça rendait. « Oh, vous avez l'air solide !» dit le mari qui ne parlait pas du temps où il rossait les Anglais. La jeune fille les examinait de côté maintenant. Et le garçon aux cheveux jaunes, ayant bu de travers, toussa éperdument, arrosant la table en soie cerise de la patronne qui se fâcha et fit apporter de l'eau pour laver les taches. Cependant, la température devenait terrible. Le fleuve étincelant semblait en foyer de chaleur, et les fumées du vin troublaient les têtes. Monsieur Dufour, qui secouait un hoquet violent, avait déboutonné son gilet et le haut de son pantalon, tandis que sa femme, prise de suffocation, dégrafait sa robe peu à peu. L'apprenti balançait un air gai, sa tignasse de lin, et se versait à boire coup sur coup. La grand-mère, se sentant grise, se tenait fort raide et fort digne. Quant à la jeune fille, elle ne laissait rien paraître. Son œil nu s'allumait vaguement et sa peau très brune se colorait aux joues d'une teinte plus rose.
Le café les acheva. On parla de chanter et chacun dit son couplet, que les autres applaudirent avec frénésie. Puis on se leva difficilement et pendant que les deux femmes étourdies respiraient, les deux hommes, tout à fait pochards, faisaient de la gymnastique. Lourd, flasque et la figure écarlate, ils se penchaient gauchement aux anneaux sans parvenir à s'enlever. Et leurs chemises menaçaient continuellement d'évacuer leurs pantalons pour battre au vent comme des étendards. Cependant, les canotiers avaient mis leur yole à l'eau. Et ils revenaient avec politesse proposer aux dames une promenade sur la rivière. « Monsieur Dufour, veux-tu ?»« Je t'en prie !» cria sa femme. Il la regarda d'un air d'ivrogne sans comprendre. Alors un canotier s'approcha, 2 lignes de pêcheur à la main. L'espérance de prendre un goujon, cet idéal des boutiquiers, alluma aux yeux mornes du bonhomme, qui permit tout ce qu'on voulut et s'installa à l'ombre, sous le pont, les pieds ballants au-dessus du fleuve, à côté du jeune homme aux cheveux jaunes qui s'endormit auprès de lui. Un des canotiers se dévoua. Il prit la mer. « Au petit bois de l'île aux Anglais !» cria-t-il en s'éloignant. L'autre yole s'en alla plus doucement. Le rameur regardait tellement sa compagne qu'il ne pensait plus qu'à autre chose et une émotion l'avait saisi qui paralysait sa vigueur. La jeune fille, assise dans le fauteuil du barreur, se laissait aller à la douceur d'être sur l'eau. Elle se sentait prise d'un renoncement de pensée, d'une quiétude et d'un abandon d'elle-même, comme envahie par une ivresse multiple. Elle était devenue fort rouge avec une respiration courte. Les étourdissements du vin, développés par la chaleur torrentielle qui ruisselait autour d'elle, faisaient saluer sur son passage tous les arbres de la berge. Un besoin vague de jouissance, une fermentation du sang parcourait sa chair excitée par les ardeurs de ce jour. Et elle était aussi troublée dans ce tête-à-tête sur l'eau, au milieu de ce pays dépeuplé par l'incendie du ciel, avec ce jeune homme qui la trouvait belle et dont l'œil lui baisait la peau et dont le désir était pénétrant comme le soleil. Leur impuissance à parler augmentait leurs émotions, et ils regardaient les environs alors. Faisant un effort, il lui demanda un nom. « Henriette », dit-elle. Ça c'est pareil, c'est un prénom, heureusement qu'on ne s'en sert plus. Pardon aux Henriettes qui nous regardent. « Tiens, moi je m'appelle Henri », reprit-il. Le son de leur voix les avait calmés. Ils s'intéressèrent à la rive. L'autre yole s'était arrêté et paraissait les attendre. Celui qui la montait cria. Nous vous rejoindrons dans le bois, nous allons jusqu'à Robinson parce que madame a soif. Puis il se coucha sur les avirons et s'éloigna si rapidement qu'on cessa bientôt de le voir. Cependant, un grondement continu, qu'on distinguait vaguement depuis quelque temps, s'approchait très vite. La rivière elle-même semblait frémir comme si le bruit sourd montait de ses profondeurs. « Qu'est-ce qu'on entend ?» demanda-t-elle. C'était la chute du barrage qui coupait le fleuve en deux à la pointe de l'île. Lui se perdait dans une explication, lorsqu'à travers le fracas de la cascade, un chant d'oiseaux qui semblait très lointain les frappa. « Tiens, dit-il, les rossignols se mettent à chanter. C'est donc que les femelles couvent ?» En rossignol, elle n'en avait jamais entendu, et l'idée d'en écouter un fit se lever dans son cœur la vision poétique de la tendresse. En rossignol, c'est-à-dire l'invisible témoin des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon. Cette musique du ciel accordée au baiser des hommes, cette musique inspiratrice de toutes les romances langoureuses qui ouvrent un idéal bleu aux pauvres petits cœurs des fillettes attendries. Elle allait donc entendre un rossignol. « Ne faisons pas de bruit, dit son compagnon. Nous pourrons descendre dans le bois et nous asseoir près de lui. » La yole semblait glisser. Des arbres se montrèrent sur l'île, dont la berge était si basse que les yeux plongeaient dans l'épaisseur des fourrés. On s'arrêta, le bateau fut attaché et Henriette, s'appuyant sur le bras de Henri, ils s'avancèrent entre les branches. « Courbez-vous, dit-il. » Elle se courba et ils pénétrèrent dans un inextricable fouillis de lianes, de feuilles et de roseaux, dans un asile introuvable qu'il fallait connaître et que le jeune homme appelait en riant son cabinet particulier. Juste au-dessus de leur tête, perché sur un des arbres qui les abritait, l'oiseau s'égosillait toujours. Il lançait des trilles et des roulades. Ils ne parlaient pas de peur de le faire fuir. Ils étaient assis l'un près de l'autre, et lentement le bras de Henri fit le tour de la taille d'Henriette et l'enserra d'une pression douce. Elle prit sans colère cette main audacieuse, et elle l'éloigna sans cesse à mesure qu'il la rapprochait, n'éprouvant du reste aucun embarras de cette caresse, comme si c'eût été une chose toute naturelle qu'elle repoussait aussi naturellement. Elle écoutait l'oiseau, perdu dans une extase. Le rossignol se tut soudain. Une voix éloignée cria « Henriette !» « Ne répondez point, dit-il tout bas. Vous feriez envoler l'oiseau. » Elle ne songea guère non plus à répondre. Ils restèrent quelque temps ainsi.
Madame Dufour s'était assise quelque part car on entendait vaguement de temps en temps les petits cris de la grosse dame qui lutinait sans doute l'autre canotier. La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée, partout de chatouillements inconnus. La tête d'Henri était sur son épaule et brusquement, il la baisa sur les lèvres. Elle eut une révolte furieuse et pour l'éviter, le rejeta sur le dos. Mais il s'abattit sur elle, la couvrant de tout son corps. Il poursuivit longtemps cette bouche qui le fuyait, puis la joignant y attacha la sienne. Alors affolée par un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l'étreignant sur sa poitrine, et toute sa résistance tomba comme écrasée par un poids trop lourd. Tout était calme dans les environs. L'oiseau se remit à chanter. Il jeta d'abord 3 notes pénétrantes qui semblaient un appel d'amour, puis après un silence d'un moment, il commença d'une voix affaiblie, des modulations très lentes. Une brise molle glissa, soulevant un murmure de feuilles, et dans la profondeur des branches passaient 2 soupirs ardents qui se mêlaient au chant du rossignol et au souffle léger. Quelquefois, il se reposait un peu, filant seulement 2 ou 3 sons légers qu'il terminait soudain par une note suraiguë. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu'on l'eût pris pour l'adieu d'une âme. Le bruit s'en prolongea quelque temps et s'acheva dans un sanglot. Ils étaient bien pâles tous les deux en quittant leur lit de verdure. Le ciel bleu leur paraissait obscurci. L'ardent soleil était éteint pour leurs yeux. Ils s'apercevaient de la solitude et du silence. Ils marchaient rapidement l'un près de l'autre, sans se parler, sans se toucher, car ils semblaient devenus ennemis irréconciliables, comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps, une haine entre leurs esprits. De temps à autre, Henriette criait « Maman ». Un tumulte se fit sous un buisson. Henri crut voir une jupe blanche qu'on rabattait vite sous un gros mollet. Et l'énorme dame apparut, un peu confuse et plus rouge encore, l'œil très brillant et la poitrine orageuse, trop près peut-être de son voisin. Celui-ci devait avoir vu des choses bien drôles, car sa figure était sillonnée de rires subits qui la traversaient malgré lui. Madame Dufour prit son bras d'un air tendre et l'on regagnait les bateaux. Henri, qui marchait devant, toujours muet à côté de la jeune fille, crut distinguer tout à coup comme un gros baiser qu'on étouffait. Enfin, l'on revint à Beson. Monsieur Dufour dégrisait, s'impatientait. Le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait un morceau avant de quitter l'auberge. La voisine était attelée dans la cour et la grand-mère déjà montée se désolait parce qu'elle avait peur d'être prise par la nuit dans la plaine. Les environs de Paris n'étaient pas si sûrs. Et ça n'a pas changé. On se donna des poignées de main et la famille Dufour s'en alla. « Au revoir !» criaient les canotiers. Un soupir et une larme leur répondirent. 2 mois après, comme il passait rue des Martyrs, Henri lut sur une porte « Dufour, quincaillier ». Il entra. La grosse dame s'arrondissait au comptoir, on se reconnut aussitôt et après 1000 politesses, il demanda des nouvelles. Et mademoiselle Henriette, comment va-t-elle ? Très bien, merci, elle est mariée. Ah, et avec qui ? Avec le jeune homme qui nous accompagne, vous savez bien, c'est lui qui prend la suite. Ah oui, parfaitement, parfaitement. Et il s'en allait fort triste sans trop savoir pourquoi. Et votre ami ? Demanda madame Dufour timidement. Mais il va bien. Bien, faites-lui nos compliments, n'est-ce pas ? Et quand il repassera, dites-lui donc de venir nous voir. Elle rougit fort peu, puis ajouta « Ça me fera bien plaisir, hein. Dites-lui. J'y manquerai pas. Adieu. Non. À bientôt. » L'année suivante, un dimanche qu'il faisait très chaud, tous les détails de cette aventure, qu'Henri n'avait jamais oubliés, lui revinrent subitement, si nets et si désirables qu'il retourna tout seul à leur chambre, dans le bois. Il fut stupéfait en entrant. Elle était là, assise sur l'herbe, l'air triste, tandis qu'à son côté, toujours en manche et en chemise, son mari, le jeune homme aux cheveux jaunes, dormait consciencieusement. Elle devint si pâle en voyant Harry qu'elle crut qu'elle allait défaillir. Mais comme il racontait qu'il l'aimait beaucoup cet endroit et qu'il y venait souvent se reposer le dimanche, elle le regarda longuement dans les yeux. « Eh bien, moi, j'y pense tous les soirs. »« Allons, ma bonne, reprit-il en bâillant. Je crois qu'il est temps de nous en aller. » Et il est temps effectivement de nous en aller. On ne pouvait pas finir sur une note plus juste cette nouvelle, puisqu'il est temps également de mettre un terme à cette émission, mais heureusement pas un terme définitif, parce qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine et dernière lecture avec moi et avec la Maison Tellier. À très bientôt sur Voyage au bout de la nuit. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci et prenez soin de vous. Ciao.